Comme dans tous les business, c'est les femmes qui tiennent le business. Alors toi, de ton côté, c'est les femmes qui tiennent le business? Je m'entoure de plus en plus de femmes. Je trouve que les femmes sont plus performantes que les hommes. Elles sont plus régulières, plus disciplinées. Elles tirent de meilleures leçons sur elles-mêmes. Je te jure, je le pense. Je crois qu'aujourd'hui, un type qui gagne 2000 € et qui à la fin de sa carrière gagne 3500 €, à la retraite, il aura genre 3000 balles. Et que quand t'as 3000 balles, 100% de ton temps en plus, avec l'inflation, des enfants, des petits-enfants, t'es broke complet. Moi, j'ai un rêve, c'est de faire de la France une nation de propriétaires, parce que je crois pas dans le système de retraite. On s'appauvrit de jour en jour. Le seul moyen qu'on ait une retraite normale, c'est d'investir. La boîte dans laquelle j'ai perdu le plus d'argent pendant le Covid, c'était 350 000 € que j'ai perdu. Donc on loue la maison, qui est une maison incroyable, avec le chef, le truc, etc. Bref, c'était des voyages à 200 000 la semaine. Ça n'a pas fonctionné. Ça a un peu marché, vite fait, aux États-Unis, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. La pub à la télé, ça fonctionne plus. Rihanna, quand elle fait une story pour te vendre des crèmes, ça marche plus. En fait, le reach, il est pas bon. Ce qui marche maintenant, c'est les micro-influenceurs. C'est les influenceurs qui ont 10, 15, 20 000, 30 000 followers. Ça fonctionne grave. Donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui n'a pas peur de déranger. Regarde-moi quand je te parle. Un homme authentique, drôle, clivant, et c'est exactement ce que j'aime chez lui, tu le sais. David Bourman, ce n'est pas seulement un entrepreneur, c'est une véritable marque. On le voit partout sur les réseaux, clope au bec, un verre de vin. Un bâtisseur, un mec de terrain, qui a compris une chose essentielle, pour laisser une trace, il faut d'abord oser être vu. Et tu es partout, mon cher David. Et c'est exactement ce que tu fais, brique après brique, tu construis ton empire. Tu veux faire de la France une nation de propriétaires. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Pierre. On va parler de l'homme, du citoyen, l'entrepreneur, du père, de ses moteurs, de tes moteurs et de toutes tes failles. Bienvenue dans mon salon, David. Bienvenue dans Unchained. Trop bien. Tu sais que j'ai un peu des frissons. Genre, j'ai l'impression d'avoir que je Je suis vais mort. écrire des poèmes. Non, mais attends, mais c'est trop bien. Est-ce que je pourrais... Vous pouvez me dire ça, vous, parfois? On peut commencer chaque séance comme ça, avec ça? C'est trop bien. Moi, je suis trop content d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et pour ceux qui nous regardent, en fait, il s'adresse aux gens derrière la caméra parce que c'est l'équipe de David et c'est grâce à David. Du coup, Pas l'équipe de David. Je suis aussi client de Alien Agency. J'ai la chance. Ah oui. Et tu as cette chance-là et tu ne voulais pas que j'ai cette chance-là. J'ai dû t'harceler. Moi, je voulais, c'est eux qui voulaient pas. Mais non. Pour avoir leur numéro. Ah oui, c'est vrai que je me suis vendue. Mais non, c'est eux qui voulaient faire. J'ai dû me vendre. Bah oui. J'ai dit, s'il vous plaît, accordez-moi un rendez-vous et tout, etc. Attends, mais blague à Et part, je ils suis prennent ravie pas de parce que nouveaux ça, clients. Cette marque Ah oui. magnifique. C'est eux qui l'ont trouvé? Bah évidemment. Non mais avec Sabrina la couleur, tout ça. Là, je peux te dire que Unchained, c'est Marvin qui l'a trouvé et avec Sabrina, c'est Rachel. Mais c'est Rachel qui tient comme dans tous les business, c'est les femmes qui tiennent le business. Ouais, tout à fait. Et vraiment, Oui. je le pense. Hein. Alors toi, de ton côté, c'est les femmes qui tiennent le business? J'aimerais bien, mais je m'entoure de plus en plus de femmes parce que tu sais que sans déconner, je trouve que les femmes sont plus performantes que les hommes. Non. Tout simplement, genre vraiment, c'est fou. Hein. Elles sont plus régulières, plus disciplinées, elles tirent de meilleures leçons sur elles-mêmes. Et je te jure, je le pense. Parce que là, je suis en train d'écrire un bouquin, premier degré. J'écris un bouquin qui s'appelle Anatomie des puissants. Et en gros, je parle de comment un mec devient patron. Tu vois, s'il y a des prédispositions biologiques, si l'éducation, l'école, la famille, tout ça, tous les codes qu'on transmet pour qu'un mec soit prédestiné ou pas à faire partie des mecs hauts dans cette société. Et je parle notamment du rapport de la femme et la place de la femme. Et en fait, la femme, là, on la voit le plus dans cette société patriarcale, sans négativité, hein, vraiment premier degré. Là où on la voit souvent, c'est au numéro 2. Les hommes adorent avoir une femme, et moi j'appelle ça les clercs en numéro 2, parce qu'elles vont canaliser le mec. Elles vont faire tout ce que là où lui n'est pas bon, parce que c'est l'entrepreneur, il est hyper alpha, il a l'intuition, il décide, il est toujours occupé, alors qu'elle va structurer, organiser, gérer les équipes. Ouais. Et on voit ça partout, que ce soit ça pour des petites sociétés ou que ce soit pour les très grosses sociétés, vous verrez toujours que la numéro 2, c'est souvent une femme. La chief of staff, par exemple. C'est complètement le cas chez moi. Explique-nous, du coup. J'ai la responsable de mon back-office, c'est une femme. Ouais. Et ma RH, nous, on gère beaucoup d'humains, quoi. Ouais. Et ma RH, c'est une femme. Vous êtes combien aujourd'hui? On est une 50aine. De toute façon, les RH, la com, c'est toujours des femmes. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a des Non, prédispositions. la com, c'est pas des... Oh, regarde Alien. Le créa, c'est Marvin, là, dans l'histoire. Oui, mais dans les grosses sociétés, pour des questions de quotas ou même de visibilité, pour des questions de quotas de femmes chez les dirigeants, ou même les femmes vont se diriger souvent chez les RH, dans la com, au marketing. Non, mais là, ta vie, par exemple, c'est le truc le plus important. Le travail, ça représente combien d'importance dans ta vie? Ça représente de l'importance, mais ça représente plus mon bonheur. Alors qu'avant, pour moi, c'était tout. Avant, j'avais une... C'est quoi ton bonheur aujourd'hui? C'est ma famille, mon bien-être, c'est s'améliorer tous les jours sur tous les sujets. C'est quoi ta dernière amélioration?
là où tu as changé? Ça veut dire vraiment péter comme ça et maintenant tu es comme ça. Alors, c'est tout con, mais ça veut dire que maintenant, je passe beaucoup plus de temps avec ma famille. Ça veut dire qu'il n'y a pas un appel que je rate. Là où, dès qu'on voit un appel de sa mère ou sa grand-mère, on est en meeting, etc., on dit allez, plus tard. Non, il n'y a pas de plus tard. Maintenant, c'est eux. Et avant, je trouvais mon bonheur au travail. Mon identité était au travail parce que j'avais des bons postes, j'étais toujours la plus jeune, j'étais toujours la seule femme, etc., etc. Même quand j'ai monté ma boîte, c'était ça mon truc, c'était mon ADN. Maintenant, ça l'est plus. Trop bien. Voilà. Bravo. Mais c'est que c'est toi que je suis censée interviewer. Je sais que je raconte beaucoup ma vie alors que tu es mon invité. Non, mais c'est bien. Donc- Les gens, ils te connaissent pas tant que ça encore. Non, mais les gens me connaissent pas du tout. Bah, c'est ça. Les gens me connaissent pas Donc, du tout. on va parler de toi. Ah oui, vas-y. Non, mais c'est vrai. Et maintenant, tu peux nous expliquer c'est quoi ton travail? Je fais du mining de crypto-monnaie. Donc, ouais. Donc, c'est un gros sujet. En gros, Ça te plaît? c'est extraordinairement intéressant. C'est vrai? C'est hyper intéressant. C'est très compliqué. C'est hyper intéressant. En fait, quand tu fais du minage de crypto, donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je travaille exclusivement sur Bitcoin, parce que je suis une Bitcoin maximaliste et je conseille à tout le monde, évidemment, d'avoir une stratégie d'investissement principalement sur Bitcoin, parce que c'est le moins volatile, c'est plus solide, tout ça. Ah, Ouais. putain. Ouais. Alors, quelques mots de contexte déjà pour parler du minage de Bitcoin. En gros, le Bitcoin, ça se crée grâce à des gros ordinateurs. Vous vous rappelez tous, dans les années 90, on avait des gros ordinateurs qui faisaient du bruit. Eh bien, imaginez une centrale d'ordinateurs comme ça, beaucoup plus bruyante et beaucoup plus puissante. Ça fait des millions de calculs. Ce sont des ordinateurs qui n'ont pas d'écran, évidemment, et chaque puce fait des millions de calculs par seconde. Ces millions de calculs-là, il va y avoir des millions de machines. On va mutualiser leur force de calcul. Et en fait, ces millions de calculs-là vont créer du Bitcoin parce qu'ils vont résoudre des énigmes mathématiques. Et pourquoi Bitcoin est passionnant et pourquoi Bitcoin est souverain et impénétrable, c'est qu'en fait, ces millions de calculs-là, à la seconde, par des puces extrêmement puissantes, ne peuvent pas être résolus par d'autres ordinateurs ou par un autre système autre que Bitcoin. Voilà, en gros. Et donc, en fait, un ordinateur parmi des millions d'ordinateurs va résoudre une énigme mathématique très puissante. Et donc là, il va déclencher l'obtention ou la création d'un Bitcoin. Et en fait, vu qu'il aura mutualisé sa force de calcul avec tous les autres ordinateurs dans le monde, eh ben, chacun va recevoir, tous les ordinateurs qui seront adossés à la même, on va dire, à la même plateforme, vont recevoir une parcelle du Bitcoin. Qui a du Bitcoin ici? Qui a de la crypto ici? 1, 2. Et toi? Non? Et donc, dans le monde, il se T'as fait... levé la main de oui ou de non? Arrête d'harceler les stagiaires. Je l'harcèle pas, je veux. Non, mais c'est bien. Deux personnes sur 5. C'est bien. Oui, mais il y a, je crois qu'il y a C'est 3 beaucoup personnes quand sur même. 10 qui a de la crypto en France. 3 personnes En sur gros, 10. ouais, mais peut-être que c'est pas mon chiffre à vérifier. Ok. Faut vérifier mes sources. Ok. Et il y a 3,125 bitcoins qui sont créés par toutes les 10 minutes dans le monde. Et ces 3,125 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes dans le monde sont déversés parmi tous les gens qui possèdent des ordinateurs et donc qui sont mineurs. Et les gens qui possèdent des ordinateurs n'ont jamais d'ordinateur chez eux, évidemment. Ces ordinateurs-là sont gérés dans des data centers. Et c'est mon métier, en fait, de gérer des data centers. Donc, on pense que c'est de la gestion d'ordinateurs, mais pas du tout. En fait, c'est du lobbying politique. Il y a une grosse partie d'énergie, d'environnement et après de gestion de la faute technique, mais c'est limite le plus Et en fait, toi, t'es à Abu Dhabi parce que l'électricité, ça coûte pas cher? L'électricité, ça coûte pas cher. La réglementation, elle est stable. En fait, c'est où le pays où l'électricité coûte le moins cher? Ah, tu vas en Sibérie? Et pourquoi tu vas pas en Sibérie alors? Parce que j'ai pas mes équipes sur place. J'ai un copain qui va en Sibérie. Comment? On le connaît là. Tu sais, le mec qui était chez Sixteen. Comment il s'appelle, putain? Tu sais qu'on s'aime beaucoup, mais on fait pas encore de la télépathie. Non, mais comment il s'appelle? Tu connais pas un mec qui fait ça en Sibérie? Mais beaucoup de monde mine en Sibérie. Ah bon? Et la plupart d'accord. des mineurs sont russes, chinois. Chinois, c'est illégal de miner en Chine, mais la plupart des mineurs sont chinois. Non. Si. Et en fait, les mineurs consomment énormément d'électricité. En gros, tu mets une machine ici. Si je mets une machine, déjà, elle va faire du bruit, elle va brûler le sol et elle va te coûter 500 balles d'électricité. France. Alors que si tu vas en Sibérie ou à Abu Dhabi, ça va te coûter 10 fois moins cher. Attends, mais excuse-moi, t'as pas répondu à la question de pourquoi tu vas pas en Sibérie? Pourquoi j'ai pas en Sibérie? Parce que, un, j'ai pas d'équipe sur place. Et deux, c'est très facile. Le circuit de la chaîne de distribution du minage, tu as le grossiste qui est en Chine. Tu dois avoir les gens sur place qui vont gérer les machines. Tu dois avoir les gens qui doivent gérer la réparation des machines, parce que ce sont des machines à haute technicité. Du coup, il y a toujours du SAV. Tu dois avoir des gens qui vont gérer les contrats d'électricité, quelqu'un qui fait la ligne sur place. Donc, en fait, si tu n'es pas
t'as pas un circuit de confiance avec toutes les personnes là-bas, c'est très facile de se faire voler sa flotte. Il n'y a pas un mineur qui s'est pas déjà fait scammer. Je me suis déjà fait scammer, tout le monde s'est fait scammer, il y a plein de mineurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un mec qui vient, il récupère Ouais, quoi? il prend toutes les machines. Il les prend physiquement Il les prend physiquement. pour les amener autre Ouais, part. bien sûr, bien Mais il sûr. n'y a pas des Et gardes. il y a d'autres systèmes. C'est-à-dire que même tu menaces, tu dis, OK, en gros, tu as les machines, mais ils vont brancher la puissance de calcul de tes machines Sur les leur wallet. Ok, j'ai compris. Mais t'as pas des gardes, putain. Non, mais oui, il y a des gardes. Mais Bah alors c'est Sibérie, Russie, crois-moi, même tu as des gardes. Franchement, c'était pas hyper bien. Et pas un Abu système Dhabi, de sécurité. c'est clean? Abu Dhabi, c'est le seul endroit au monde où même les fermes sont trouvables sur Google. Alors que c'est des dizaines de millions. Il y a tu peux taper ferme sur Google, tu vas trouver à Abu Dhabi, en plein milieu d'un désert, c'est sur Google. Parce qu'il n'y a pas d'insécurité. Ok. Et donc la J'en mets. Sibérie, c'est hyper bien Comme pour... Créteil, quoi. Voilà. Comme- Tout à fait. même Mais genre. donc, on va parler de l'insécurité en France, parce que je veux te lancer sur le sujet de la politique. Vas-y, chauffe-moi. Je suis chaud bouillant. Est-ce qu'on a fini sur le sujet minage de Bitcoin? Je sais pas, c'est toi. Beaucoup, mais je ne sais pas si pour les gens qui nous écoutent, c'est assez complet comme... Alors, les gens qui nous écoutent, c'est ton premier podcast, je t'explique, tu vas avoir 100 vues. Sur les 100 vues, Non, avec moi. sur les 100 vues, il y en a 30, c'est l'équipe de com. Tu sais que tu ne vas pas être le premier diffusé. Non, c'est qui Non. le premier Je diffusé? sais pas. Bah, pourquoi sais je vais pas. pas être le premier diffusé alors? Parce que je m'étais dit que tu ne seras pas le premier diffusé. Parce que justement, crash test. Enfin, tu t'étais dit qu'on allait commencer à 15h aussi. Parce que je serais meilleure pour les autres. Ah, bah, ok. T'as un prochain invité? Brouillon, David. Ouais, mais ça me va. Et t'as un prochain invité? J'en ai plein des prochains invités. De Mais sympa. j'adorerais avoir des politiques. C'est très important pour moi d'aborder la politique. Moi, je connais des Et politiques, d'avoir hein, si tu veux. Pain, d'avoir PNAFO, d'avoir des moi, gens de LFI, d'avoir du Zemmour, je veux tout. Bah, j'en ai. Ouais, les filles, je suis pas hyper pote. Mais, non, mais c'est vrai, j'en connais pas, les filles. LFI, je ne vais pas prononcer sur la politique, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment je n'adhère pas à toutes leurs idées, mais ne serait-ce que pour le droit de réponse Mais de et ouf. pour Je te le... dis juste que moi, j'ai pas de réseau chez LFI. Mais tu sais que tu vas me partager tout ton réseau, parce que ce soir, nous passons la soirée ensemble, tu vas tout me partager, David. Je pense Ok. que c'est les entrailles de ton âme. Alors, tout ça, c'est filmé et c'est écouté. Très bien. Donc, voilà. Donc, ce soir, on passe la nuit ensemble. Bah non, d'habitude, c'était le dîner qui était prévu. On a un dîner de prévu. Oui, on a un Ça- dîner de prévu. Ok. T'aimes manger américain? Mais moi, j'aime manger tout court, c'est ma passion. Va aller au McDo. Eh bah, figure-toi que non, j'ai pas de répartie. T'as pas de répartie? Non, ça me choque trop. Bon, ok, bah, viens, on parle politique alors. Non, viens, on parle business, parce qu'il y a des gens, il y a peut-être des gens, tu sais que toute la France ne te connaît pas. Non, je peux J'aimerais pas que croire. tu décrives très rapidement. Je ne peux pas, ce n'est pas J'aimerais possible. que tu décrives C'est très fou. rapidement. D'accord, donc on a compris que tu étais dans l'immobilier, parce que j'avais fait des jeux de mots quand même extraordinaires. Ok, oui, c'est Sur la- vrai, c'est vrai. Voilà, merci. Alors bon, voilà, je vais me présenter. Je suis le patron de La Forêt Immobilier. Vous pouvez voir pas mal d'agences partout en France. Bon, voilà, alors moi, je fais de l'immobilier. Ah, mais il y a peu de caméras. C'est toi, en fait, ma caméra? Ouais. Non, enfin, parce que d'habitude, je dois regarder. Non, mais ok. Oui, regarde-moi. Je te regarde. D'habitude, tu es celle, regarde-moi, David. C'est vrai, c'est vrai. Où tu vois des mecs, oui, parce que j'ai vu tout tes... J'ai pas vu, non, j'ai pas regardé, je suis une grosse menteuse, j'ai pas regardé tes podcasts, mais je les ai fait travailler par ChatGPT. T'es une connasse. Bah non, mais j'optimise mon temps. Je t'adore, mais je vais pas T'as regarder. demandé à Chat de Ah oui. regarder mes podcasts et Oui. d'analyser. Il a dit Oui. quoi, ce bâtard? Ah, il m'a dit plein de choses. Il a dit quoi? Non, mais franchement, attends, je pourrais retrouver en plus, mais ça disait, parce que ChatGPT, vraiment, c'est un grand poète. Ouais, c'est vrai, hein. C'est un dur au cœur mou, c'est un Au grand cœur mou, assassin. genre merde. connard. Non, pas fragile, un homme vulnérable. C'est très à la mode, les hommes alpha vulnérables. Et Je suis tout. pas vulnérable du tout. Si, t'es super. Mais c'est une qualité. C'est une qualité. C'est Ah bon c'est une très grande qualité, la sensibilité. C'est Oh, homme. ah, moi je suis très sensible. Voilà. Mais pas vulnérable. Mais c'est différent. Hein. Non. Sensible et vulnérable. Non, parce que quelqu'un qui accepte sa vulnérabilité, ça veut dire que tu cherches pas à être le goujat, l'alpha, à dire je suis fort, je suis fort. Non. Ah ouais, non. pas du Quelqu'un tout. d'hyper sain, c'est quelqu'un qui accepte sa vulnérabilité Ok, et ta ses gueule. forces aussi. Ok. Ok. Alors, alors, Attends, on parle immobilier, du coup, je vais mettre mes lunettes parce qu'il faut être feu, j'ai porté des lunettes à Paris pour parler immobilier. exactement. Tu n'es pas juive? On peut pas parler d'immobilier ensemble. Pas encore. Malheureusement. Oh, c'est investi. Moi, je fais de l'immobilier neuf. Tu vois ce que c'est? L'immobilier neuf, c'est des constructions. Oui. Ok, voilà, exactement. Donc, Bromanenka, c'est le nom de ma boîte, et on est commercialisateur d'immobilier neuf. En gros, il y a des promoteurs qui créent des programmes immobiliers et qui me les filent à vendre. C'est une sorte d'océan rouge, il y a plein de concurrents. Et nous, on fait partie de cet océan rouge-là, et on est trop content de nos résultats pour le moment.
Et en effet, comme tu l'as dit dans ta super belle intro, moi j'ai un rêve, c'est de faire de la France une nation de propriétaires parce que je crois pas dans le système de retraite Ok. et parce que je crois qu'on s'appauvrit de jour en jour et que je suis très engagé politiquement, mais pas dans un parti. Genre, je suis un citoyen engagé et je pense que le seul moyen qu'on ait une retraite normale, c'est d'investir à minima Donc pour dans toi, la résidence principale. garantir son avenir, en fait, c'est une France de rentiers. Enfin, Non, pas faire de de la France rentier. une nation de rentiers. Parce que Non, pour non, non, pas de sécuriser rentier. sa retraite. Pas de rentier. Je crois qu'aujourd'hui, un type qui gagne 2 000 € et qui, à la fin de sa carrière, gagne 3 500 € à la retraite, il aura genre 3 000 balles. Et que quand tu as 3 000 balles et 100% de ton temps en plus, avec l'inflation, des enfants, des petits-enfants, t'es broke complet. Et que le seul moyen de ne pas l'être, c'est soit de plus avoir de loyer à payer, soit de vendre le pavillon, ok, de retourner dans un 2 pièces à la retraite parce que tu es seul avec ta go et d'avoir 300 000 sur ton compte. Voilà ce que je pense. Ok. Pas être rentier, quoi. Juste être vivre, quoi, C'est normal. quoi votre business model du coup? C'est difficile à répondre comme question. Business model. Oui, Parce que mon business model, c'est... En fait, j'ai un process particulier, mais mon business model, c'est un business model d'agent immobilier. Sauf qu'on ne l'est pas du tout. On est vraiment au-delà de ça. On est quasi une boîte tech. Ouais. Mais mon business model, c'est que... Parce que justement, pour moi, c'est hyper obscur. Parce qu'un agent immobilier, ok, je comprends très bien. Mais par contre, quelqu'un qui vend du neuf... C'est le même principe. Ok. Tu vas sur Se Loger, tu vois des annonces, tu sais pas que c'est du neuf ou pas. En tout cas, c'est le même système, quoi. Donc, vous travaillez avec des constructeurs? On travaille avec des constructeurs, on met des annonces sur les plateformes comme Se Loger, etc. Et ce qui est processisé, c'est quand le lead nous appelle. Quand le lead nous appelle, on n'a pas du tout la gestion d'un agent immobilier tradit qui te rappelle pas ou qui te rappelle 3 jours après ou qui... Enfin, voilà. Nous, ils rentrent dans un système, vraiment dans un process d'achat Ok. où on le coach même mentalement pour accéder à la propriété. Et c'est ça qui fait notre diff. Ok. Si tu veux, je rentre dans le détail, mais c'est chiant, je te jure. Non, c'était pour savoir pour la partie, parce que je comprenais pas comment ça s'imbrique, le neuf avec les constructeurs. Est-ce que c'est des modèles intégrés, c'est les constructeurs qui vendent? Est-ce que ils vous délèguent la partie vente? C'est vraiment le promoteur, c'est comme si c'était un particulier qui donnait son appart à la forêt en bas. Au lieu de le donner à la forêt, il me le donne à moi. Mais j'y travaille vraiment. Mais tu travailles comment? Donne des... Je lis, je prie, je vois des psys. Et j'ai ils sont plusieurs. Ouais. C'est vrai? Ouais, Mais pourquoi? C'est des moments, des thèmes, des typologies d'accompagnement différents? Toutes ces questions-là sont premier degré, parce que pour moi, la santé mentale, c'est un sujet qu'avant je sous-estimais et je l'ai pris de plein fouet. Donc vraiment, pour moi, c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder dans ce podcast. Et donc, j'ai envie de te transmettre ici mon cheminement et pour partager aux autres. T'as raison, c'est pas des psys, c'est juste des gens qui font du bien à ton corps et à ton psyché. Okay. Donc, je vais voir une chiro qui fait des trucs spécifiques. J'ai un prof de philo. Voilà. Et j'ai une psy, une vraie psy. Et une fois tous les 2-3 mois, je vais voir un nouveau psy, mais juste pour 1 ou 2 séances. Et avant, j'avais un coach genre coach de vie, ça fait un peu bullshit, tu vois, mais j'avais une sorte de mec comme ça. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, je suis grave content des résultats que j'ai eu grâce à lui. Et pour autant, je vais plus le voir. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il a fait un bon travail. Pourquoi? Parce que ça veut dire que lui t'a transmis l'essence ou ce qu'il y avait de plus important à te transmettre. Et toi, tu l'as pris, tu l'as intégré, tu as évolué. Et donc, tu ressens plus forcément le besoin de retourner vers lui. Si tu n'as pas gardé cet accompagnement-là, c'est pas de la déloyauté ou c'est pas une fin de quoi que ce soit. Ah non, c'est mon pote d'ailleurs, j'ai investi dans sa boîte. Voilà, il t'a transmis l'essence de ce qu'il avait à transmettre, toi, tu as pris ce qu'il fallait. Et c'est peut-être que vous allez y revenir un jour, mais c'est dire qu'il a été extrêmement efficace. Il a été extrêmement efficace. Parce que moi aussi, j'avais pris une coach, et c'est très bizarre quand tu dis aux gens, c'est beaucoup plus facile maintenant en France de dire, et encore le truc de tu vois quelqu'un, je déteste cette phrase. Pour moi, aller voir un psy, c'est un signe que tu es quelqu'un de sain, mais qui te remet en question. T'as un coach pour faire tes tips, t'as un coach pour faire tes squats, mais il faut un coach pour ton esprit. Exactement. Et donc, il y a le fameux en soirée, ouais, je vois quelqu'un, bah non, je vais voir un psy et je suis très fière. Mais là, c'est pas une psy, c'était une coach. Et donc là, il y a ce truc social où tu as un peu honte de dire, ouais, j'ai une coach. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de coachs qui sont bullshit. Et donc, de dire que tu vas voir un coach, ça veut dire que toi, tu vas en parler le mot vulnérable, c'est-à-dire que tu es hyper vulnérable, comme la plupart sont nuls.
Bon, là, en l'occurrence, elle était exceptionnelle. Et c'est notamment grâce à elle que j'ai découvert même les psychédéliques, que j'ai découvert plein de choses sur ma manière de fonctionner, même au travail, etc. Non, elle a été même plus efficace que des psys. Aujourd'hui, je vois pas de psy, mais elle m'a secouée, ouais. Elle m'a appris des notions qui T'as me déjà vu une coach transgénérationnelle? Non, Ça, c'est la folie. Mais non, ça, c'est. mais Mais je tu pense qu'il y a comprends le truc? Enfin, complètement. c'est un truc de ouf. Complètement. Et la notion du transgénérationnel, je l'avais jamais abordée, je la connaissais pas. Et donc, comment on en était aux idées de business. On Bah, n'était pas du tout là, on en était à politique, citoyens engagés, drogue. On n'était pas du tout aux idées de business. Mais on peut parler des Parce que idées tu de m'as dit, business. bah oui, parce que j'allais te demander du coup, est-ce que tu as d'autres business à côté de l'immobilier? Ah oui, j'en ai plein. Attends, on voit mes chaussettes grises? Ah putain. Alors attends, je cherche une pause. Ouais, en fait, moi j'ai une passion, c'est d'investir dans des entreprises Ok. aussi. J'ai aussi lancé des business en propre, mais donc aujourd'hui j'ai à peu près, je dirais une quinzaine de participations dans des entreprises actives qui existent, quoi. Et j'ai lancé plein de business. Mais là, tu me dis ce que tu sors dans tous les podcasts, je m'en fiche du nombre de business que tu as. Je veux savoir la typologie, le plus marquant, le concept. Le plus marquant, le Alors, je vais te faciliter. Celui qui t'excite le plus, allez, celui qui t'excite le plus, 2, celui sur lequel tu as perdu le plus d'argent, 3, celui dont tu rêves. Ok, Voilà. celui dans lequel j'ai perdu le plus d'argent s'appelle, tu sais? Azaya. Azaya, c'est un business pour les ultra riches, D'accord. ok? Pour qu'on s'occupe de tous leurs voyages. Donc, c'était des voyages. Une conciergerie de luxe, ouais. Non, pas Ok. conciergerie. Donc, on loue la maison, qui est une maison incroyable, avec le chef, le truc, etc. Bref, c'était des voyages à 200 000 la semaine. Ça n'a pas fonctionné. Ça a un peu marché, vite fait, aux États-Unis, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est la boîte dans laquelle j'ai perdu le plus d'argent. Ok. C'était pendant le Covid, c'était 350 000 euros, je crois. Ok. J'ai perdu. Celui qui m'excite le plus, c'est un business dans lequel je suis aujourd'hui, mais c'est parce que c'est nouveau. Voilà. C'est Kouli. Vous vous souvenez de Kouli? Kouli, en fait, c'est, tu sais, la pub à la télé, ça fonctionne plus. Je sais pas si tu sais. Non. Non, bah, je te le dis. La pub à la télé, ça Comme tu vois, chez moi, je n'ai pas de... Ouais, je vois. Rihanna, quand elle fait une story pour te vendre des crèmes, Ok. ça marche plus. En fait, le reach, il est pas bon. Ça veut Ok. dire, ça marche, mais ça marche pas de ouf. Ok. Ce qui marche maintenant, c'est les micro-influenceurs. Mm. C'est les influenceurs qui ont 10, 15, 20 000, 30 000 followers. Ça fonctionne grave. Le reach, il est hyper bien. Mm. Et en plus de ça, leur marge, elle est au top parce que ils se font pas payer. Rihanna, en plus que son reach soit pas bon, elle coûte évidemment très, très cher. La meuf à Beauvais qui a 25 000 followers, tu lui envoies des crèmes, elle est contente. Donc, ça coûte 0. Mais en plus de ça, son reach, il est bon. Mm. Le problème, c'est que trouver ces influenceurs de 25 000 followers, il y en a une tonne. Et il faut analyser tout le contenu pour voir si cet influenceur correspond aux valeurs de la marque. Ok. Mais c'est très, très long d'analyser tout le contenu de quelqu'un. Ok. Ça prend genre 6-7 heures. Donc, j'ai investi dans une société qui s'appelle Kouli, qui en 3 minutes analyse tout le contenu et aussi le contenu supprimé pour t'éviter que... Attends, contenu supprimé, ça sous-entend qu'il y a une database des contenus supprimés. Oui, c'est fou. Et donc, pour t'éviter que l'influenceur, il n'ait pas dit « I love Hitler » il y a 2 mois. Voilà. Ok. Ça veut dire que tout ce qui ressort là, dès qu'il y a une vedette à la télé qui se fait outer, qui se fait cancel, c'est notamment grâce à des outils comme ça. Exactement. Ok. Donc, tous les contenus supprimés existent. C'est pas ouf, ça, eux? Ouais. Non, mais ce qui est d'autant plus mais ça ouf, fait c'est ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que les mecs, pour avoir ces données, ça leur coûte des milliards pour garder ces données. Mais donc, ils les gardent just in case. Ouais. Il faut comprendre l'idée derrière. Surtout. Mais exactement. C'est une idée de fils de Timps. Ils gardent le contenu que toi, tu as décidé de supprimer. Ça leur coûte des milliards pour garder ce contenu au cas où. Mais les Mormons qui gardent toute notre âge génétique, etc. Vous savez pas ça? Ben non. Bah, quand tu fais MyHeritage, par exemple, tu fais analyser ton sang. Ouais. Bah, en fait, à la base, eux, d'où ils ont tiré les données mondiales des ADN, c'était qu'ils ont acheté la base de données aux Mormons. Les Mormons, en fait, aujourd'hui, c'est une communauté qui est très riche. Et en fait, eux, ils achètent aux États toutes les données pour avoir les données et tous les liens biologiques entre les personnes, etc. Pour que les mariages restent purs. Non, en fait, ils veulent avoir la database mondiale. Pourquoi? C'est un projet obscur. Ben non, c'est pas obscur, c'est pour que le leur... reste, mais Oh là pas là. pour eux, mais si.
fait, on le sait pas, mais à la base, ça vient de... C'est eux qui avaient cette database-là. C'est magnifique. Mais c'est quoi ta spécialité du moment culinaire? Moi, alors, c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup éduquée et qui m'a Attends, appris la à cuisine. chaque question, il y a un storytelling. Tu ne vas pas juste dire une quiche. Non, mais tu peux pas juste répondre vite. Tu Non, vois. mais non, parce que tu me demandais mon talent tout à l'heure, c'est, tu vois, l'histoire. T'es plongé, tu vois. Imagine une grand-mère. Mais on n'est pas plongé. On veut juste savoir c'est quoi Non, ta spécialité. Grand-mère cocooning, tu Ok. vois, blonde, yeux bleus. T'imagines sans l'odeur de Ta la grand-mère blonde aux yeux bleus, toi? Ouais. Ta grand-mère, elle est blonde aux yeux Ma bleus, toi? grand-mère est blonde aux yeux bleus. Ma mère est franco-cambodgienne. Ah ouais? Donc, C'est quoi tes origines? Donc, ma grand-mère. Et tu après t'entends mes bien avec tes échanges- parents encore? Oui, je m'entends bien. Je m'entends très bien. Et toi, tu t'entends bien avec tes parents? Oui. Et toi, est-ce que tes enfants s'entendent bien avec toi? Est-ce que tu es proche de tes filles? Non. Parce que ChatGPT m'a dit que tu avais des enfants, que tu avais enfanté, du coup. Ouais, j'ai enfanté. Donc, cette terre a la chance d'avoir une génétique démultipliée. Exactement. Un David démultiplié. T'en as combien de filles? 2. 2. Ah, ChatGPT m'avait dit que t'en avais 3. T'as un enfant illégitime quelque part, peut-être. ChatGPT, il a dit que j'en avais 3. Ouais. Non, mais parce que normalement, je fais souvent une blague. Ah, Que là, je fais plus parce que j'en peux plus. Je l'ai fait 1000 fois. C'est genre 2 à ma connaissance. ok. C'est une vraie boîte de. Elle est vraiment. Vraie blague de charreau dégueu, tu sais. Ah ouais. Immobilier ripou. Mais c'est ça, Ouais. putain. Ouais. Eh ben non, bah j'ai 2 filles. Elles ont quel âge? Mais j'ai 2. Oh, je peux pas dire ça parce que quand même, j'en suis pas là. Mais ma compagne a 2 enfants aussi. D'accord. Donc j'ai, voilà, 2 plus 2. Et comment c'est alors la vie d'une famille recomposée? Alors on ne vit pas ensemble. Donc c'est très bien. Ok. Donc c'est très bien. C'est un choix. On a décidé que chacun chez sa mère, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, ça me permet de pouvoir aller au resto ce soir avec toi. Tu vois. Ah. Je vais me faire défoncer. Mais je vais me faire mais gratos. Ça veut dire, bah, c'est une blague, ça se voit, putain. Ah, ok. Merde, David, je pensais pas, j'étais premier degré, moi. Non, pas pour le resto. Viens, on sort. Mais Viens, on va vas-y, boire des verres, Viens, quoi. on sort pour de Il y a vrai. quoi comme endroit Mais viens- stylé? Mais moi, je vais aller dans un endroit Non, mais stylé, quoi. excuse-moi, ça se voit, t'as fait 30 podcasts, tu me laisses pas avoir un peu de matière, là? Genre, j'étais sur une question poignante. Matière, David, mais tu racontes ta life, c'est un David- podcast de toi, mon frère. Déjà, on a coupé ma grand-mère, je suis désolée. Et la Pourquoi question, t'as coupé ta grand-mère? parce que tu t'intéressais pas à ma grand-mère. Ah, pardon. Si, bah si. Non. Elle a été. Alors, 2 secondes. Fort. Ta grand-mère coït avec le Cambodge, elle a été vivre en Indonésie Ouais. et elle a fait une. Tout ça pour venir à mes plats phares qui sont des plats de Ah oui, grand-mère, fort. conviviaux, traditionnels français. Donc la daube, le bœuf bourguignon, le gigot de 7 heures, le rôti farci. Je suis cette femme-là. Genre, tu m'invites à manger chez toi, il peut Ah avoir un gigot de 7 heures. Ah ouais, de ouf. Non. Mais de ouf. Genre une côtelette d'agneau avec de la farine, avec de la... Bon, j'ai plus le mot. C'est quand tu mets une croûte en herbe. Une croûte d'herbe. Bah, une croûte en herbe. Ouais, une croûte en herbe. Non, il y a un mot beau D'herbe. gosse. Il y a un mot beau gosse pour Oh, dire croûte ça. en herbe? Ouais. Ok. Tu sais que moi, je suis fan de Top Chef. Ça, c'est ma passion. Ma Mais c'est passion, pour ça que c'est j'avais Top Chef. préparé le houmous, mais on n'a pas le droit. On a un Arrête de dire C'est venu houmous, trop tard. putain, c'est houmous. Non, Putain. non. Vous, houmous, c'est la version... Juif. nous, c'est hummus. Ça vient de l'œsophage, quoi. Ouais, je vois. Ouais. On parle de quoi maintenant? On parle de politique. Allez. Non, d'abord, on va parler Oh. de tes filles, s'il te plaît. Ah, mes filles. Parce que c'est un Mes gros filles, elles sujet. sont extraordinaires. Mais c'est tellement nul de dire ça. Mais bon, ouais, voilà. J'ai 2 filles. Je suis. On se fait une rapide pause durant cet épisode pour parler de notre partenaire ConnectBank, qui est le premier comparateur en ligne en France. Que vous soyez professionnel ou que vous soyez un jeune actif, un salarié, vous allez pouvoir y retrouver toutes les meilleures offres bancaires des banques classiques comme des néobanques, que ce soit pour ouvrir un compte ou pour épargner. L'objectif, c'est que dans une seule et même plateforme, vous puissiez trouver toutes les meilleures offres du moment en France et ainsi réduire vos frais bancaires. Compte bancaire, épargne, assurance vie, vous allez tout retrouver sur la même plateforme en plus de tout le contenu pédagogique. Donc rendez-vous sur connectbank.com et sur le lien présent dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux te dire sans pleurer? On se mettre à tes filles. Des immeubles? C'est pas vrai. C'est vraiment faux. Bah non, c'est vrai, on travaille pour sa descendance, il n'y a pas de mal à ça, je trouve ça normal. Moi, mes enfants, j'espère... Alors, c'est pas du tout mon état d'esprit. Alors, je ne pense pas du tout à transmettre quoi que ce soit à mes filles en termes d'oseille. C'est pas du tout un sujet pour moi. Mais Oui, genre, mais aucun. Oui, mais de toute façon, Ah non, moi, je pour toi, kiffe. tu auras un reste. Ah, moi, j'espère pas. Si c'est...
Mais non, mais attends, il y a aucun sens à avoir un reste. Non, je dis pas que c'est un objectif. Je dis s'il y a un reste, Il y a un voilà. reste, tant mieux, et je suis trop content pour elle. Oui. Mais franchement, toi, t'es né, t'as de l'argent de famille? Non, mais voilà, tu t'en sors bien. Moi, j'ai pas d'argent de famille, je m'en sors bien, c'est OK. Oui, mais en Ouais. fait, je rebondis sur ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est très à la mode. On entend plein d'entrepreneurs en France qui disent non, moi, je veux tout léguer à l'État. Ils disent moi, je veux tout léguer à l'État, je veux pas léguer à mes enfants. Alors que je dis moi, si je réussis, non, je veux léguer à mes enfants. L'objectif n'est pas qu'ils attendent mon aide. L'objectif n'est pas de garder pour leur transmettre. Ouais, mais ce que Mais si je tu sais décède, pourquoi c'est ils à le mes enfants que je. Mais non, mais ils le font parce que le fait de rien léguer, c'est un héritage. Le fait de rien léguer, c'est l'héritage de devoir travailler. En fait, il faut comprendre que quand ils décident de donner à une assoce ou à une fondation, c'est pour le bien de leur enfant. Oui, je suis donc, d'accord. bah ok, Oui, mais il lègue quelque chose, il lègue une culture, il lègue des valeurs. Oui, mais est-ce que. Alors, tu peux léguer les valeurs. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai pas encore d'opinion. Parce que j'ai pas d'enfant. Je Pour vois. moi, la valeur du travail et du mérite, la méritocratie, j'y crois à fond. Moi, je pense que tous ceux qui ont grandi sans rien, ils ont une dalle, ils ont un sens de la survie, ils ont une créativité et une intelligence situationnelle qui est, oui, pour moi, qui est supérieure à ceux qui ont tout eu. Donc, tout offrir à son enfant n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour lui. Néanmoins, est-ce que je déshériterais mes enfants pour qu'ils développent ce sens de survie-là? Je ne pense pas. Attends, mais il y a des mythos. Les mecs qui sont multimilliardaires et qui disent je lègue tout à une fondation, ils n'ont pas déshérité leurs enfants. Ils leur ont acheté un appart, ils ont bien vécu, ils leur ont donné une éducation, ils ont fait les plus grandes universités. Ils les ont pas déshérités. Ils ont juste déshérité du milliard qui reste. Non, mais C'est pas la même chose. Avec toi. OK. Et toi, tu vas faire quoi pour tes filles? Pour ça? Ah, mais j'en sais rien. Mais moi, mon objectif, c'est de tout flamber avec ma meuf, avec mes filles, mais c'est pas du tout de laisser quelque On chose. va bien s'entendre, David. Non, mais voilà. Moi, mon objectif, c'est que j'investis pour kiffer plus tard, pas du tout pour laisser. Moi, ce que je veux laisser à mes filles, c'est le goût de la lecture, le goût du travail C'est quoi ton et livre aimer en les ce moment? autres. Pardon? Qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce que tu conseilles de lire aux gens qui nous écoutent? Alors, je vais commencer un livre. Tu peux me donner le livre dans mon sac, s'il te plaît? Je lis, j'ai pas commencé, mais je suis sûr que ça va être extraordinaire. Tu connais Raphaël Quenard? Non. Mais si, tu le connais. Ça, tu vas voir. Raphaël Quenard, Clamsey à Tataouine. Voilà. Mais vous connaissez pas, mais si vous le connaissez. Mais on dit Mais c'est un acteur Oui, mais le hyper mec, connu. un public de 300 personnes. Oui, excuse-moi, c'est l'habitude de la fame. Moi, je suis suivi par 300 personnes tout le temps. Donc voilà, Raphaël Quenard, c'est l'acteur le plus fort de toute la génération en France. Mais vous voyez qui c'est? Évidemment. Mais bien sûr. Et c'est son premier roman. Ok. Et c'est sur... alors, il paraît, parce que je ne l'ai pas commencé, mais il paraît que c'est sur un serial killer et qu'à la fin du livre, on a de l'empathie et de l'amitié, voire même, pour un serial killer. Et je trouve ça hyper intéressant de comprendre les parts sombres de la personne. Et donc, je suis très pressé de le lire. Ouais, les parts sombres et même les parts de lumière chez les hommes les plus diaboliques, finalement. Parce qu'il y en a. Mais de ouf. Et c'est Évidemment. des personnages complexes. Et toi, c'est quoi ta part de... De noirceur? Ouais. Pourquoi tu rigoles, toi, connasse, va. Dans les vrais premiers degrés, c'est quoi ta Non, part premier degré, j'ai de- pas peur de noirceur. de choses? Ça se voit, t'as l'habitude du podcast, t'as l'habitude de parler, t'as l'habitude de faire rire, t'as l'habitude de sortir des punchlines. Mais la réalité, qu'est-ce que tu aimerais ne pas avoir en toi? Sur quoi tu travailles? La séduction. La séduction. J'adorerais avoir moins envie de séduire. Je te parle pas des nanas, hein. Tu sais, la séduction, c'est dans, Oui. c'est dans tout. Hein. Moi, je trouve pas que c'est... Pourquoi c'est... Bah, Est-ce qu'il y a c'est- nocif? Surtout si c'est pas ça vers... dépend si c'est trop ou si c'est pas trop. Moi, je trouve que c'est trop. Ça veut dire que je me pose trop la question de savoir si la personne en face de moi, j'arrive à la closer ou j'arrive à lui faire passer un bon moment. J'aimerais être moins superficiel là-dessus. J'aimerais être plus en accord avec moi-même. Mais je ne le suis pas encore. Ok. J'adorerais travailler sur ça. Et sinon, ma vraie part de noirceur aussi, c'est on a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme. Je suis dur. L'impatience, je suis dur avec... Ça veut dire que moi, je suis un soldat. Moi, je suis une machine. C'est-à-dire vraiment, voilà, il n'y a rien qui m'arrête. Mais du coup, je suis dur, quoi, avec les gens qui m'entourent. Je suis dur et j'ai même pas envie de l'être moins. Mais Ou ils te communiquent le fait que c'est difficile à vivre pour eux. non, alors je le c'est toi vois, qui je le penses que- vois. Non, je le vois. Je le vois. Écoute, dans cette pièce, tu m'as dit qu'il faut plus que je m'adresse aux gens. Mais dans cette pièce, il y a des gens avec qui je travaille, il y a des gens avec qui je suis associé. Ils peuvent te dire que je suis dur. Je sais que je suis dur. Et c'est d'autant plus dur pour eux parce que je suis dur. Et, pardon, hein, et j'ai raison. Mais c'est dur quand même.
On peut t'as dire, des on peut qualités. exprimer les choses de manière, voilà, mais j'ai du mal un peu à le faire parce que Ok. j'ai tellement envie de vivre une vie extraordinaire. J'ai tellement perdu de copains qui sont morts qu'en fait, pour moi, il n'y a pas une minute à Ils perdre. sont morts de quoi? Peu importe. Mais il y a pas une minute à perdre. C'est-à-dire, il y a aucune raison de pas faire ce qu'il y a à faire. Ok. Parce que la vie, c'est court. Et donc, je suis complètement omnibulé par ça. Mais vraiment, tu vois. C'est-à-dire, je peux pas passer une journée sans délivrer un truc. C'est dur, hein. Donc en fait, le problème, c'est pas ton impatience ni le fait que tu sois dur. Le problème, Tu viens de te toucher les reins, ça. tu dois. En toute... tu sais, ces films... Tu peux pas faire de trucs. Hyper deep. Ouais. Je te faisais ta psychanalyse. Ah, merci. Ouais. Alors, Moi, je disais, avec mon humble interprétation, qu'en fait, le problème, c'est pas que t'es dur, le problème, c'est ton besoin de délivrer, ton besoin d'hyperstimulation, d'hyper-productivité par jour. En fait, c'est ton impatience, que t'as peur de mourir, t'as peur de te sentir linéaire, t'as peur de l'encéphalogramme plat, ok. plat. Il est là le problème, c'est pourquoi t'as peur de ça. Pourquoi t'as peur du Je vide. t'ai demandé quelque chose, moi. Bah, Je t'ai rien demandé. Et tu poses une question, je te réponds. J'ai pas besoin de qu'on en âge. Mais c'est fou, ça. Moi, je fais mon auto-analyse. Je trouve que mon analyse est super pertinente. Ok. Voilà. C'est quoi, toi, ta part sombre? Parce que pour moi, j'ai travaillé sur ce point-là, en fait. Ah oui? Parce que moi, justement, quand je suis allée voir des psy et des coachs, on m'a fait comprendre ça. Ça fait En comprendre fait, quoi? cette urgence des vies, cette urgence de performer, cette urgence de sentir qu'on a une vie extraordinaire et qu'on a envie de découvrir plein de choses, qu'on a envie d'avoir plusieurs vies en une, qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de délivrer, qu'on a besoin de sentir qu'on a fait quelque chose. En fait, c'est la peur du vide. Et cette putain de peur du vide, elle te ronge alors que tu gagnes en plénitude, en sérénité, en amour de toi quand tu apprends à épouser le calme, à embrasser le calme. Et OK, ce soir, j'ai pas délivré. OK, en fait, le projet que je voulais faire, je le fais pas. OK, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Ça fait mal. Tu te sens mal parce qu'en fait, l'estime que tu as de toi, elle est reliée à ta délivrabilité, tu vois. Et quand elle s'arrête, l'indélivrabilité, t'es mal. Et moi, je suis pas guérie, mais pourquoi je te disais? Parce que je suis passée par là. Et on m'a fait la traduction, on m'a dit, non, c'est pas non. Il y a une grande phrase de Oxmo Puccino, je sais pas si tu connais, Oui. mais voilà. Et il dit, c'est quand rien ne se passe que tout arrive. Ouais. Et ben, c'est très vrai. Et j'essaye vraiment de travailler sur ça. Quand tu n'étais pas là, je sais pas, à un moment, tu es parti. Ça fait un peu fou. Hein. Mais en ce moment, mon trip, c'est d'aller me balader 1 heure par jour dans les bois. Et pourquoi tu trouves ça fou? Ça fait un peu violeur. Tu fais la respiration en carré, là, comme ça? J'essaye. Ah, c'est la folie, ça. J'essaye. Et ça aussi, on te prend pour un ouf dans la rue. 4-7. Ce genre, on t'annonce une mauvaise nouvelle et tu fais. Ouais. Tu sais, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a? La respiration ventrale, ça calme de fou. Et il y a il y a certaines personnes qui parlaient des yo-yo émotionnels des femmes notamment. Et en fait, il y a un truc purement biologique, c'est qu'on dit que les femmes calment moins leurs nerfs, etc. C'est juste parce que elles n'ont pas le réflexe de respirer par le ventre, alors que c'est beaucoup plus développé chez les hommes. Tout simplement, c'est biologique, c'est plus facile pour eux. Et donc, du coup, les hommes vont plus respirer par le ventre. Donc, en fait, ils vont calmer plus facilement leurs nerfs sans même s'en rendre compte. Là où les femmes, nous, on respire par le thorax beaucoup. Et depuis, moi, je m'oblige à respirer par le ventre. Bah oui. Mais tu sais pourquoi c'est une histoire de poitrine. Je rigole pas du tout, hein, je l'ai lu. Non, mais je suis pas capable de l'expliquer bien. Mais que la façon de respirer des femmes, c'était parce que leur poitrine, c'est comme un trésor. Enfin, elles ont l'impression que ça part de là, quoi. Ok. Moi, L'explication, elle est pas convaincante. Hein. Non, mais je connais pas la véracité du truc. Je l'ai lu un jour, ça se trouve, c'est un mec éclaté sur Twitter qui a écrit ça. Déjà, putain, mais il y a des gens, ils devraient même pas avoir le droit d'écrire parfois. Non, moi, j'estime que... tiens, parlons des droits et des devoirs. Ah. Parlons politique, très cher. Parce que tu dis que... Ça fait une demi-heure que tu dis on va parler politique, on parle pas politique. Oui, je suis une artiste, je vais au gré de l'inspiration. Tu te considères artiste, toi? Non, jamais. Okay, jamais. J'ai pas du tout ce truc-là développé chez moi, malheureusement. Et je tends à plus le développer. Et donc, citoyen engagé, dis-moi. Quoi? Si tu devais faire partie du gouvernement demain, parce que moi, j'ai un grand fantasme. C'est bon, c'est mon président. C'est bon, je vais pas être instructif, non? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Donc, 2 questions. Si tu devais faire partie du gouvernement, quel est le premier enjeu auquel tu vas t'attaquer en dehors de l'immobilier? 1, évidemment. Et 2, quelle mesure tu ferais sur ton secteur d'activité? Donc, 1, tu as une mesure généraliste, un enjeu du moment. Et 2, sur ton secteur d'activité, mesure concrète que tu appliquerais. Alors, j'aimerais bien, première réponse, j'aimerais bien être au ministère de la Justice. Je pense que c'est là où le bas blesse.
Enfin, c'est à Ok. la justice, quoi. Ok. Et sinon, Donc, garde des Sceaux, David Bromal. en fait, je crois que le garde des Sceaux n'a pas de pouvoir. En fait, je crois que le garde des Sceaux ne peut pas donner des indications aux juges et aux magistrats. Et il n'est pas censé en donner, je crois. Bah oui, et ce qui est complètement fou. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Tu peux pas être garde des Sceaux et dire que tu fais... Ouais, mais éthiquement, c'est normal. Moi, Mais pour moi, éthiquement, il faut changer, mon ref. Il faut changer Mais non, la ça Constitution. veut dire que c'est pas... Bah, faut changer la Constitution. ça voudrait dire qu'une seule personne aurait le droit, ou un seul parti aurait le droit d'influencer les décisions de toute une administration. Ah non, mais tu peux garder l'autonomie des juges et des Ok. magistrats tout Ok. en donnant une vision pour laquelle on t'a élu. Ah. Non, mais... D'ailleurs, donc qu'est-ce que tu penses du coup de la justice en France? Ah bah, pour le coup, je la connais bien. Pas parce que je suis, pas parce que j'ai des procès ou des trucs comme ça. Je la connais bien parce que je connais plein d'avocats, quoi. Et je pense que la justice est trop lente par rapport à à la vie qu'on mène, quoi. Et d'un autre côté, je fais pas l'amalgame. Ça veut dire, je sais qu'il y a besoin d'un temps pour donner la justice. C'est-à-dire qu'il faut pas faire à chaud. Mais aujourd'hui, il y a des incohérences. Et c'est ça qui fait flipper les gens. Aujourd'hui, tu voles une bouteille d'eau chez Franprix, il y a les Condés qui débarquent en 10 minutes. Tu voles un loyer, tu payes pas ton loyer, tu voles un loyer ou tu squattes, on est chez toi en 3 ans. C'est pas cohérent, tu vois. Et ces incohérences, c'est des incohérences politiques. Elles sont faites pour choper des électorats. Elles sont pas faites pour faire du bien aux citoyens. Et voilà, et c'est tout le temps parce que le mec veut se faire réélire. Donc, une des choses que j'aimerais changer, c'est que déjà, un président, il est élu one time et il peut pas être réélu. Ok, parce que comme ça, il n'a plus à penser à sa réélection. Donc, il fait vraiment les choses qu'il pense être bonnes. Et ensuite, la loi que j'aimerais faire passer, ce qui me coûte très, très cher en lobbyiste d'ailleurs, c'est j'aimerais qu'on ne puisse pas te refuser un crédit si tu demandes un crédit qui est à la hauteur du loyer que tu as aujourd'hui. Je sais pas si tu as pigé. Non, mais j'ai complètement pigé, sauf que ça n'a pas de sens, puisque c'est pas parce que ton crédit est à la hauteur du loyer que tu vas exiger que tu vas consacrer ce loyer à tes dépenses. Ah, mais je te dis, ah pardon, excuse-moi, pour l'achat de ta résidence principale. C'est-à-dire Ok, qu'en gros, ok. aujourd'hui, on nous interdit de nous endetter, ils appellent ça endetter, Ah, ok. à plus de 33%. Ouais, complètement. Mais par contre, tu peux prendre un loyer qui représente 50% de tes revenus. Et en fait, ils parlent d'endettement. Mais parce que le loyer, il n'y a pas un crédit derrière. C'est Non, pour mais ça. fine. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils parlent d'endettement quand tu capitalises. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, le système français n'a absolument aucun sens et sur pas mal de sujets. J'ai Ah, mais de ouf. Mais de beaucoup ouf. hésité à revenir en France, notamment pour ces sujets. Mais là, tu vis en France, là? Oui. Non, Je suis c'est pas revenue une- vivre en France. Non, mais c'est J'ai ça. habité voilà, à Genève, j'habite à Dubaï, etc. À Genève. À Genève. À Genève. Et mais beaucoup à Mais Dubaï. alors, mais pourquoi tu reviens en France? Mais qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi? Alors, c'est fou. Ouais. Alors, Excuse-moi, parce que là, tu nous as dit j'ai pas d'enfant. Donc, tu nous confirmes que t'as pas d'enfant. non. Ok, donc pourquoi tu vis en France? Pourquoi je vis en France? Pour me réancrer. Parce que je veux refaire des business, un, avec la population francophone, et deux, pour retrouver ma famille. Ça faisait quasi 3 ans que j'étais toujours en voyage. Et que je les voyais pas, et que j'ai délaissé ma famille. C'était vraiment ça le sujet. Et quand je Parce suis que revenue- business francophone, on s'en bat les couilles. Ah non, Là, on s'en bat pas les couilles. Non, 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 pas du tout. Et à un moment, tu dois la revenir. moitié de Dubaï qui travaille avec les francophones. Oui, Tu vois, je veux dire, je suis d'accord, mais j'avais besoin de revenir, réseauter ici. Par exemple, dans mon métier, les gens de Dubaï, ils me connaissent tous. En France, on me connaît pas. Les gens de la crypto, mais parce que j'ai jamais eu à dealer avec eux. Donc, l'objectif, au départ, c'était de revenir, retisser la toile sur les réseaux français et surtout retrouver ma famille. Et je me suis dit, en fait, je suis en France. Donc là, tu restes en gros pour ta famille. Ouais, je reste pour ma famille parce que ça me fait du bien d'être là pour eux. Avec ma chère grand-mère notamment. Après, je voyage beaucoup, toujours. Et je n'exclus absolument pas. Et c'est vraisemblablement. Dans 5 ans, tu t'imagines vivre en France, postiche avec un mec en France? Non. Non, mais moi, je pense que je serai toujours. Je veux garder une résidence ici, mais passer plusieurs mois à l'étranger par an. Ça, pour moi, Où c'est ça? l'objectif. À Abu Dhabi ou? Pas forcément. Pas forcément. C'est quoi les pays qui t'intéressent pour vivre? J'adore les pays d'Asie. C'est vrai? Ouais, j'adore les pays d'Asie. Et moi, on vit au Japon un peu. J'aime beaucoup Sarah Knafo. Et Ouais, moi aussi. Tu te souviens de l'histoire de Sarah Knafo? Mais si, putain. Vous voulez que je vous donne un scoop de ouf? vas-y, moi, j'adore écouter tes histoires. Non, mais scoop de ouf. Scoop de... Mais si, je vous l'ai dit. Sarah Knafo, un jour, elle réagit à une des vidéos qu'on a faites. Je sais plus laquelle. Je saurais pas te dire laquelle. Et elle m'écrit. Salut David, j'ai vu ta vidéo. Ça te dit qu'on en parle? Moi, je me dis, elle veut me ken.
Tu vois, genre, Bah non, tu sais, parfois, quand je suis allée vers toi pour te vendre du mining, je voulais pas forcément de tu Ken. veux me vendre un truc. Euh, T'étais là pour me vendre quelque chose. J'étais là pour faire un match sur un podcast mining. Non, mais immobilier. ok, t'avais un Voilà, objectif. j'avais un intérêt, Ok. oui. Bon, bref. Et moi, je dis à Sarah Knafo, ok, pas de problème. Elle me dit si on allait dîner. Et Pas moi, cher. je dis, ouais, en plus, ma meuf, elle t'aime trop. Je savais pas quoi dire. Et il Mais fallait tu sais que. que parfois, il y a juste des invitations qui n'ont pas d'ambiguïté. T'es pas obligé de te justifier. Bon, j'en connais pas beaucoup. Une meuf sur Insta qui vient de nulle part qui te dit, viens, on se voit. Pas faux. C'est pas comme ça, elle était pas exposée publiquement en plus. Bon, bref, elle me dit ça. Et on fixe une date de dîner. Et chez moi. Et Mais pourquoi chez toi? bah, pourquoi pas? Ok. Oui, Bon, je sais pas. dans les usages sociaux, un premier dîner chez toi, ça Ah, c'est mais- intime. Non, mais on a mis le truc de elle est là et qu'il y a ma meuf. Donc, c'est bon. Ok, tu vois. ok. Et je lui dis, avec qui tu viens? Ok. Elle me dit, avec mon mec. Et là, je dis, ok, je vais dîner avec Sarah Knafo, Éric Zemmour et ma meuf pour parler d'un désaccord qu'on a. Ouais. Et mon conseil m'a donné un conseil, du coup. Ouais. Et ils m'ont dit, non, pas du tout. Ils vont s'en servir. Ils vont faire des stories, ils vont faire des photos. Et en fait, ça va te desservir. Eux, ils le font pour ça. Oui, mais attends, tu donnes ton droit, tu donnes ton accord pour le dire. Non, ils m'ont dit, écoute, tu as tout à perdre. Ça veut dire, soit vous parlez au hôtel si vous n'êtes pas d'accord, mais de faire ce dîner-là, tu as tout à perdre. C'est une manip, quoi, entre guillemets. Et donc, j'ai annulé le dîner. Et tu lui as dit pourquoi? Non, elle m'a pas cala. Je veux voir si j'ai la conversation encore. Ah, mais non, mais c'était sur Insta. Ouais. Bah oui, bah non. Et je voulais parler de ce que ça fait d'être juif en France aujourd'hui. Tu vois, parce que c'est un grand sujet que j'aborde avec mes copines, etc. Eh ben, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, il faut fuir. Justement, Bah oui, il faut fuir. On a une là qui se barre à Dubaï. Elle travaille Ma dans une cousine, maison elle de vit à Abu Dhabi. Elle travaille dans une maison de luxe et là, du coup, il lui paye l'expatriation parce que elle s'est faite de mauvaises expériences successives, quoi. Et donc, je voulais te lancer sur le sujet. Mieux vaut pas. Non, mais enfin, écoute, voilà, tu vois, même le micro ne veut pas. Tu comprends? Franchement, T'as jamais pensé à t'expatrier, du coup? Parce qu'à t'écouter, il y a pas mal de dysfonctionnements. bah d'abord, moi, si, j'y ai pensé, mais j'ai des enfants et je suis divorcé. Donc, en fait, si je veux m'expatrier, ça va me coûter très, très cher, là, tu vois. Je n'ai pas les moyens d'expatrier mon ex-femme, son nouveau mari, pas qu'il puisse pas se débrouiller seul, mais je veux dire, si je prends cette décision, il faut que je prenne la responsabilité, tu vois. D'abord, je tiens à dire un truc, c'est que c'est aussi dur pour les musulmans que pour les juifs. Moi, j'ai voilà, mes meilleurs potes qui sont musulmans, ils souffrent de ça aussi. Mais, heureusement pour eux, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, il y a un sentiment de force où on peut s'entraider et tout, machin, et ils se sentent pas en insécurité, mais ils se sentent pas désirés. Et c'est aussi très grave. Ok. Et en ce moment, c'est vrai que pour les juifs, c'est pas une super période. Mais moi, je trouve ça bien. Parce que ça permet de voir qui sont tes ennemis. Au moins, tu sais. Au moins, tu sais. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens pour qui je suis le pire truc, quoi. Capitaliste, juif, qui fait des podcasts. C'est le pire des trucs. Je reçois des menaces très régulièrement. J'ai reçu une balle. Quel type Je reçois des insultes. J'ai reçu une balle chez moi, dans ma boîte à lettres. Je sais pas, mais tu vas dans mes vidéos qui sont les plus vues, tu vois des commentaires, mais d'une bêtise, mais en plus d'une bêtise folle, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu difficile. Mais la vie, c'est des cycles. Voilà. Et donc, ça va passer. Ça va passer, ça passera. Le seul truc, c'est le fait que ce soit décomplexé qui me rend fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une manif, il y a des gens, ils disent mort aux juifs, et ça passe. Et c'est fou, tu vois. C'est fou. Donc, voilà. Mais j'insiste sur un truc, c'est pas du tout pour faire du politiquement correct, mais ce que je veux dire, c'est que je pense aussi vraiment à mes potes musulmans qui me disent, mec, dès qu'il y a un incident, j'ai une boule au ventre avant qu'il sorte le nom du mec. Tout le monde. Et en fait, ça veut dire qu'on est ensemble. Et je regrette qu'on soit pas ensemble. Et je vais balancer un truc quand il y a eu les attentats, enfin quand il y a eu toute l'histoire après le 7 octobre, etc., toutes les manifs, etc., et qu'Israël a commencé à bombarder Gaza. J'ai proposé à des gens
Je m'en fous, je vais balancer les noms, tu vois. J'ai proposé à Géraldine Maillet et à Moundir, qui étaient sur TPMP à cette époque-là, de faire une manif juifs et arabes pour prier ensemble sur les morts juifs et sur les morts arabes, musulmans, disent. Écoute, ça m'a été refusé de partout. Parce qu'en fait, sous prétexte de genre, ouais, on est ensemble, mais en fait, non, on n'est pas ensemble. Et tu penses que c'était vraiment parce qu'ils voulaient pas militer pour la cause, qu'ils avaient peur Ah d'être non. exposés? Je pense que c'est la peur d'être exposé, mais c'est là qu'on doit sortir nos couilles. Mm. C'est là qu'on doit dire je suis pas d'accord. Et tu sais, il y a Jacques Chirac qui disait une très belle phrase qui dit On grève de tout aujourd'hui, sauf de couilles, par manque de donneurs. Ouais, par manque de donateurs. Et en fait, ouais, c'est ça. Très rares sont les gens qui ont des couilles. Donc merci beaucoup David. En plus, Avec plaisir. C'était un beau moment vers cette fin, parce qu'en plus je sais que tu le penses sincèrement. Bah oui. Parce qu'encore il y a eu tous ces incidents, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'énervement, dans l'attaque, etc. Et toi, tu as toujours eu des discours hyper fédérateurs. Et ça, c'est beau. C'est mais à pas souligner. béni, oui, c'est fédérateur, mais il faut mettre les mots sur nos mots. Fédérateur et incisif contre ceux justement qui ne se prononçaient pas. Parce que voilà, être silencieux, c'est acquiescer aussi De d'une ouf. certaine manière. De ouf. Donc merci beaucoup David. Merci. Et bah, comme On dit chez moi Mazel Tov pour cette première. Mabrouk, Mazel Tov, félicitations. Je suis sûr que ça va cartonner. Vraiment. Genre, je suis sûr. Je le sais. Merci à tous. On se revoit pour le prochain épisode. Je suis ravie que vous soyez allés jusqu'au bout avec nous. Et n'hésitez pas, c'est abonnez-vous surtout. Merci à ConnectBank de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Pour rappel, ConnectBank, c'est le premier comparateur en ligne en France d'offres bancaires. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, ConnectBank va vous accompagner pour choisir et réduire un maximum vos frais bancaires. Pour ouvrir un compte, pour épargner pour votre assurance vie, vous allez enfin, en un clic, trouver ce qui vous correspond le mieux. Alors, cliquez sur le premier lien en dessous de cette vidéo. À très vite.